Revoyons la fonction normale d'un rachis. C'est la vue en plan qui permet le mieux de comprendre les interactions entre les parties montantes et horizontales du diaphragme et les piliers anatomiques pour que son action s'exerce dans les trois plans. Vous pouvez voir ainsi la contraction des piliers anatomiques qui s'opposent aux digitations, ce qui leur permet de rester au centre. Ici, on voit ces rapports avec la colonne lombaire et le psoas. Les piliers doivent être représentés à deux couleurs et en diagonale. Ici, un déploiement uniforme d'un thorax et une poulie de réflexion en mouvement. Notez bien la présence des deux chapes virtuelles. On peut voir la différence entre l'ouverture et la montée des intercostaux. Il faut tenir compte que la hauteur des points de pivot est différente pour chaque hémicoupole, ce qui implique une compensation au niveau des deux piliers anatomiques. Ici, je montre le décalage des bissectrices pour faire apparaître les modifications de longueur et de hauteur des digitations. Avec ce thorax, vous pouvez voir qu'à l'expiration, les piliers anatomiques sont restés au centre. Mais si vous associez lordose plus syphose, les piliers anatomiques sont orientés sur les digitations postérieures et perdent leur relation antérieure, faisant apparaître un pilier fonctionnel. Ici, je représente un thorax épais lié à une respiration abdominale. Avec les orientations des digitations du diaphragme et des faisceaux abdominaux. Avec le déplacement des intercostaux par rapport à une fonction uniforme. Lié à une déconnexion pelvienne. Avec la mise en place d'un pilier fonctionnel abdominal. Je montre ici, avec l'usage de caméras, les orientations respiratoires qui aboutissent au même résultat que les orientations des tendons du gros orteil qui donnent du travail au chirurgien.
Avec la scoliose idiopathique, on voit qu'au conflit thoraco-abdominal sagittal s'ajoute un conflit hémithoracique frontal.